Bonsoir, je suis Abdesalam Boujedraoui. Le sujet d'aujourd'hui est très important. Il est crucial puisqu'il s'agit d'abord de gêne, ensuite de misère, pour finalement arriver à la paupérisation non seulement de la France, mais pareillement de toute l'Union européenne. Il y a 1 an et demi, je publiais un ouvrage, un essai qui était intitulé La France et le déclin. Alors, il y avait un peu de scepticisme par rapport à ce que je disais dans ma publication, mais finalement, tous les faits me donnent raison et ce livre est plus que jamais d'actualité. Ensuite, il y a à peine peut-être moins d'un mois en tout cas, je publie un second ouvrage, mais je m'intéresse à toute l'Europe, pas spécialement la France. Et là, je parle de nationalisme de l'Europe, l'Union européenne, pardon. Donc, nationalisme, de paupérisation et de désagrégation de l'Union européenne. Et je peux dire que tous les faits, là encore, même si c'est encore tôt, me donnent raison de façon progressive avec les résultats des dernières élections législatives européennes et les prochaines après la dissolution. Je vous invite à retrouver mes analyses. Ils sont tous publiés en tant qu'auteur indépendant sur Amazon. Mais allons-y donc dans notre sujet d'aujourd'hui. Je disais donc que la France et l'Union européenne vont vers une crise pratiquement inévitable, une crise qui a au moins 2 caractéristiques. La première caractéristique, et c'est quelque chose de très paradoxal, cette crise, aussi grave soit-elle, elle est facile à juguler. On peut lui trouver facilement une solution. La seconde caractéristique, elle s'oppose à toute la raison, c'est que bien que les solutions sont aisées, très faciles à mettre en œuvre, et ne seront jamais mises en œuvre. Je pense que je sens un petit doute. Alors, tout de suite, pour corroborer mes propos, je vous donne un exemple historique. C'est celui de la crise de 1929. La crise de 1929, comme je le dis juste là, il était facile de lui trouver une solution, puis pourtant, ce ne fut jamais mis en œuvre. Alors, quelle est cette solution facile? C'est de mettre en commun tous les biens, toutes les richesses, même de façon temporaire. Une fois que cette solidarité s'installe, on a le temps de voir venir les choses puisque on met fin à la misère, on met fin à la crise. Par la solidarité, je le rappelle. Et pourquoi ce ne fut jamais possible à mettre en œuvre? La raison est simple, c'est que aux États-Unis d'Amérique, il y avait une haine implacable du socialisme, du communisme, puisque avec la révolution industrielle qui était toujours présente, il y avait la montée du marxisme et des contestations sociales, socialistes, montée de l'anarchisme. Alors pour les Américains, selon leur mentalité de l'époque, solidarité, mise en commun des biens, équivaut au communisme et donc les penseurs, les hommes politiques, les femmes politiques, les intellectuels, tout le tralala, ils ont préféré obéir à une idéologie destructrice plutôt que de trouver une solution. Et c'est ce qui se passe actuellement. Du fait même d'un racisme envers les Africains, les Maghrébins, les Arabes musulmans, il est strictement impossible de chercher une alliance avec eux pour trouver une solution, parce que c'est là que réside, et certainement pas ailleurs, mais je reviendrai sur ce sujet dans cette même vidéo. Pour comprendre une situation, je ne m'attarde jamais aux apparences, mais j'essaie d'aller aux sources. Alors la question que je vais poser, avant d'aborder cette crise à venir, quelles sont les conditions qui ont fait que l'Europe et la France ont connu une apogée? Alors ça se résume en plusieurs points que je ne vais pas développer. Le premier point est inhérent bien sûr
au génie humain des Européens qui œuvrent, qui travaillent, qui à une certaine époque ont apporté beaucoup de choses pour l'Europe, mais également pour le reste de l'humanité. Mais ça, d'accord, mais comme vous le constatez, ça commence déjà à diminuer, à s'amoindrir, à affaiblir. Le second élément est que, comme je l'ai dit là tout de suite, il y avait à l'époque que de grandes puissances. France et Angleterre, ils pouvaient disposer, comme bon leur semble, d'une grande partie de l'univers, c'est simple. L'Angleterre disposait de ce qu'elle appelait le Commonwealth, Inde, Pakistan, Bangladesh et une autre partie du monde, tandis que la France disposait à sa guise d'une partie de l'Afrique. Ce qui voudrait dire qu'une grande partie de l'expansion française et même européenne a été bâtie sur le colonialisme. Lorsque vous colonisez un pays, lorsque vous avez conquis un pays, vous avez à votre disposition, de la manière que vous voudriez, les ressources naturelles du pays, minéraux, fer, tout ce qui produit l'énergie, matières premières, mais également vous avez à votre disposition les êtres humains que vous utilisez en tant que main-d'œuvre pratiquement gratuite, et nous connaissons l'aventure misérable et très grave de l'esclavagisme qui a débuté bien auparavant. Donc, on peut affirmer qu'une partie de l'économie et de l'expansion reposait sur le colonialisme. Et là, je voudrais juste vous donner un exemple très simple, mais très éloquent. Je le cite à chaque fois de façon didactique. Au XIXe siècle, donc, France et Angleterre étaient puissants. L'Angleterre disposait du Commonwealth, mais il avait quelques problèmes économiques et elle vendait, entre autres, de l'opium. Parallèlement, la Chine, qui était un immense terrain de commerce pour que l'Angleterre vende son opium. Donc la Chine décide de stopper la consommation et le commerce de l'opium parce que cela affaiblissait une population qui n'était plus active mais tout le temps sous la stupeur de l'opium. Donc elle décide l'arrêt de l'opium sur son immense territoire. Donc l'Angleterre n'est pas satisfaite. Elle arrive en Chine, elle dit aux Chinois, soit vous nous permettez de vendre notre opium à notre guise, de la façon dont on veut, soit on vous occupe. Et on connaît très bien l'histoire, l'Angleterre occupe la Chine qui a refusé et lui impose contre elle et malgré elle la vente de l'opium. Pour la petite histoire, cette colonisation de la Chine va précipiter le nationalisme et l'adoption du communisme avec la montée de Mao Tse-tung. Donc, à travers cet exemple très simple, mais très pédagogique, vous voyez très bien que grâce aux colonies, grâce à la force, des pays comme la France peuvent imposer leur commerce. Mais la question est que maintenant, tout cela est fini. Il n'est plus possible, que ce soit pour la France ou que ce soit pour l'Angleterre, d'imposer à des pays par la force la vente de leur production. C'est strictement impossible. Ça pourrait marcher sur un petit pays très faible, mais sur le plan économique, ça ne sera jamais significatif. Ceci est des logiques implacables. Malheureusement, que ce soit en France, que ce soit dans les pays européens, la mentalité est toujours celle du colonialisme et celle qu'il suffit qu'on aille avec nos bateaux pour imposer nos produits. Cela ne marche plus, d'autant que le monde a changé, il a évolué. Les pays qui vendent les mêmes produits que la France, il y en a beaucoup. La Chine, qui il y a 40 ans, 50 ans, était pratiquement un pays inexistant, est revenue en force. L'Inde également, le Brésil également. On peut également citer la Corée, le Japon, l'Allemagne. Certains pays étaient des vaincus de la Seconde Guerre mondiale.
et n'avait pas droit de citer sur le commerce international. Et jusqu'à dans les années 60, et même un peu après, la France et quelques pays de l'Europe pouvaient imposer leurs produits. Il n'y avait pas de concurrent. Il suffit juste de produire une voiture pour qu'elle soit vendue, entre autres en Afrique et dans les pays du Maghreb. Pays du Maghreb qui sont bien entendu africains, je fais cette distinction juste pour la pédagogie. Donc actuellement, dans le cadre d'un système libéral économique, votre survie, votre richesse dépend de ce que vous produisez, de ce que vous vendez. Si vous ne vendez pas, et c'est le cas actuellement pour les pays européens, du fait de la concurrence, du fait que le temps de colonisation est bien fini, et pour toujours, je l'espère. Si vous ne vendez pas, vous n'avez pas d'entrée d'argent et de richesse. Si vous n'avez pas de richesse, vous ne pouvez pas donner quelques bénéfices à votre population. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque, je le répète, nous sommes dans un système économique basé sur le libéralisme, ce qui veut dire que le principe fédérateur, le seul principe qui régit le libéralisme économique est la recherche de profit. Les patrons ne sont pas des enfants de cœur, ils veulent s'enrichir et s'enrichir quels que soient les moyens. C'est ce que préconisent du reste les grands ténors, les grands philosophes de ce mouvement économique, politique qui est le libéralisme économique. Alors cela a été dit de façon la plus claire par David Ricardo, par Adam Smith et bien avant eux par Bernard de Mandeville, et je crois même que j'ai consacré quelques vidéos dans cette chaîne sur le 19e siècle, le libéralisme économique, le marxisme. Il y a un certain nombre de grands problèmes de société qui est dû au libéralisme et je vous invite donc à les revoir. Que se passe-t-il lorsque un pays ne peut plus vendre, c'est-à-dire lorsque sa richesse diminue? Les chefs d'entreprise veulent s'enrichir et continuent dans leur fortune. La seule manière pour persister dans leurs privilèges est de puiser dans l'argent des plus démunis. Cela a été expliqué de la façon la plus claire possible par David Ricardo, encore une fois, par Adam Smith, par Bernard Mandeville, mais également par l'autre version de l'économie, Karl Marx. On arrive à cette situation paradoxale, c'est-à-dire que les plus riches sont encore plus riches. Les plus riches s'enrichissent davantage, mais surtout leur nombre diminue. À l'inverse, les pauvres deviennent encore plus pauvres tandis que leur nombre s'agrandit. On appelle ça la paupérisation. Et lorsqu'on arrive à la paupérisation, on arrive à un point de non-retour parce que le pays, non seulement il va vers le déclin, mais si s'installe la corruption au niveau des citoyens, et lorsque les nations s'aventurent vers la corruption des citoyens, alors ils entrent de plein pied dans la décadence, une décadence irréversible. La question est, que faut-il faire? Pour répondre à cette question, je vous donne l'exemple de l'Angleterre et du Brexit. Alors là, moi je dis chapeau bas à Boris Johnson, qui est un fin stratège et un fin politicien, qui a fait croire à l'Union européenne que si l'Angleterre sortait de l'Union, alors elle connaîtrait la misère. Alors c'est tout à fait le contraire. Boris Johnson, de façon rusée, de façon retorse, a tout fait pour quitter ce navire qui était moribond, qui est en train de couler, qui est l'Union européenne. Mais avant de partir, il a un peu fait traîner les choses. L'Angleterre a construit quelque chose que je suis le seul
à avoir observé et à avoir nommé, c'est le nouveau Commonwealth commercial et économique. Mais dans ce Commonwealth nouveau, qui n'a pas encore été désigné en tant que tel, moi je vous le dis maintenant, tous les pays sont égaux. L'Angleterre est égale à l'Inde, elle est égale à un pays qui est, semble-t-il, miséreux, mais ce n'est pas le cas. Le Bangladesh également au Pakistan et à d'autres pays. Et il a compris que l'arrogance, ça ne mène à rien. Que si elle voulait prospérer, ne pas tomber elle-même dans la paupérisation, il fallait qu'elle les considère comme des amis, des partenaires. Et le résultat, nous le constatons. Après toutes ces grandes paroles sur l'Angleterre, nous constatons que non seulement il y a une prospérité économique, mais l'Angleterre retrouve une souveraineté. Que l'on soit d'accord avec elle ou pas, c'est un autre problème, mais voilà ce que nous observons, c'est l'évidence même. Ah, pourquoi je prends juste l'exemple de la France, mais c'est pareillement pour d'autres pays. Pourquoi est-ce que la France ne peut pas faire la même chose avec au moins le Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal? Je prends ces pays parce qu'ils sont assez symboliques. C'est du fait de l'arrogance, du racisme et du mépris. La majeure partie des dirigeants français, et ça nous le constatons tous les jours, et surtout ceux de Rassemblement National, moi je critique personne, je dis la vérité, ce que j'observe, tous agissent avec la plus grande arrogance, le plus grand mépris, dans leur mentalité, l'idée même de considérer ce pays comme des partenaires égaux ne leur viendrait jamais à l'esprit. Et même si dans un élan de lucidité, qui probablement ne viendra jamais, ils voudraient faire, c'est comme pour la crise de 1929, il y aura tous ces braves gens, ces intellectuels, cette intelligentsia, tous ces gens de droite, de gauche, de machin, de tout ce que vous voulez, qui vont dire mais là, vous êtes dans la collaboration avec ces pays. Ils vont sortir des phrases toutes faites comme islamo-gauchistes, etc. C'est pour cette raison qu'à cause d'une idéologie désuète, d'une idéologie qui n'a plus de raison d'être, les pays de l'Union européenne vont vers d'abord la gêne, misère, ensuite la paupérisation. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire davantage, autre que je vous invite chaleureusement à vous procurer mes livres, mes essais sur les grandes sociétés. Vous savez, d'abord, ils ne sont pas à un prix très élevé. Il me semble que mes livres au format numérique vont de 2,50 € à 3,50 €, tandis que mes livres brochés coûtent aux alentours de 8 €. On ne peut pas dire que ce soit excessif et surtout, je suis à l'opposé de cette pensée dominante. Alors probablement la semaine prochaine, je vous fais une petite vidéo pour vous faire différencier quelle est la différence entre gêne, misère et paupérisation. D'ici là, je vous remercie pour votre écoute et portez-vous bien.